Alors, dans cette vidéo, pas de psychologie, pas de philosophie, de réflexion sur des choses éternelles, puisque je vais ici parler des gerbilles, donc un sujet plus spécialisé, étant donné qu'il me tient assez à cœur, même si on fera un peu de psychologie à la fin, hein. La psychologie étant quelque chose d'universel, on la retrouve nécessairement partout. Donc les gerbilles, donc des animaux auxquels je suis venue vraiment par hasard. Et au fil de mon intérêt, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de failles dans les informations qu'on donnait à leur sujet. Et donc, voilà, hein, comme chaque chose dont je me préoccupe, je veille à rétablir au maximum, toujours avec un souci de justice et de vérité, les choses. Donc dans cette vidéo, en fait, ça va être un grand topo généraliste sur tout ce qu'il faut savoir pour adopter des gerbilles. Donc c'est vraiment un vade-mecum complet au standard bien-être de 2021, tout ça, tout ça. Donc pour commencer, la gerbille, c'est quoi? C'est un petit rongeur hein, de 10-14 cm sans compter la queue, une sorte de croisement entre la souris et le kangourou. Donc c'est un rongeur qui est très vif, qui aime courir, creuser, escalader, boxer, le kangourou, euh, se toiletter, vivre des intrigues avec ses semblables, puisque oui, la gerbille vit en groupe. Donc au départ, c'est un animal qui est originaire des steppes de Mongolie, d'Asie du Nord hein, de façon plus générale, mais qui a été donc mis en captivité au départ pour des expériences d'ordre médical et finalement répandu dans des animaleries à l'adoption. La seule chose à conclure, c'est que l'animal qu'on peut adopter et l'animal qui vit toujours en Mongolie aujourd'hui ont quand même des grandes différences et on ne peut pas faire de comparaison trop précise. Parce qu'on pourrait avoir le réflexe de se dire, mais après tout, dans la nature, comment ils font? Ils ont ci, ils ont ça, ils font ci, ils font ça. Voilà, non, l'animal en captivité, à force de croisement, de ne plus être sensibilisé à certaines choses, est devenu beaucoup plus faible, beaucoup plus fragile. Toujours est-il qu'en dehors de ça, on garde quand même les grandes caractéristiques. Ce sont des animaux qui communiquent par couinement, qui communiquent en tapant du pied, notamment pour avertir d'un danger. Donc là encore, ça fait assez kangourou, hein. Les souris kangourous, j'aime bien. Qui conservent évidemment voilà, certaines caractéristiques, notamment le côté gynarchique. Les femelles dominent, les femelles sont plus préoccupées par le territoire, par la hiérarchie, tout ça. Autre chose pour les grandes généralités, ce sont des animaux qui vivent aussi bien de jour que de nuit. Leurs journées font en fait 3-4 heures, hein. Ils sont actifs 3-4 heures, ils vont se coucher, ils reviennent, etc. Donc voilà, c'est ça en continu sur toute la journée. Et enfin, ce sont des animaux sujets à l'épilepsie, ce qui est quand même assez rare chez des animaux aussi petits et démontre une forme d'intelligence certaine. Alors la gerbille est-elle faite pour moi? Cela dépend de ses attentes en fait. J'ai décomposé ça en trois grandes attentes. Donc sur ce point, on peut dire tout de suite, c'est non. La gerbille n'est pas docile et elle n'est pas câline. C'est un animal qui est assez viril en fait, dans la mesure où il est plutôt indépendant. Il ne mendie pas l'affection, il ne va pas vous chercher, il est très très préoccupé par son territoire, c'est ce qui l'intéresse, et qui est aussi très pragmatique. Ce n'est pas un animal qui joue la gerbille. La gerbille, elle ne fait pas les choses pour rien. Donc un jeu, elle le percevrait inutile. Elle fait les choses parce qu'il y a un objectif derrière. Si elle voit un bout de carton sur son territoire, elle va le détruire parce qu'il encombre, mais pas pour jouer avec au sens strict. La gerbille, c'est vraiment un animal qui passe son temps à aménager son territoire, le surveiller, avoir des intrigues avec ses collègues, mais qui ne, voilà, ne se préoccupe pas vraiment des jeux, des balles, des choses comme ça. Le truc également, c'est qu'une gerbille, ça ne tient pas en place. On la pose quelque part, elle va bouger très très vite, elle ne reste pas sur une épaule ou des choses comme ça. C'est uniquement de façon très ponctuelle. Donc ça ne tient pas en place, donc ce n'est pas très facile à attraper, ce n'est pas très facile à manipuler, ce n'est pas très disposé au câlin. Et puis évidemment, hein, l'aspect groupe joue énormément. Comme ce sont des animaux qui vivent avec les leurs, qui ont leurs intrigues, leur hiérarchie, leurs problèmes, mais ils s'intéressent d'autant moins aux humains. Donc du coup, en conséquence, avec des animaux qui sont naturellement indépendants, qui ne mendient pas l'affection et qui ne veulent pas jouer, il est très difficile de les domestiquer, de les intéresser, de les amadouer, tout ce qu'on veut. Une gerbille, ça ne se dresse pas. Ça se familiarise à la rigueur. Donc se familiarise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à faire en sorte qu'elle n'ait plus peur de nous et qu'elle veuille bien s'approcher 2 minutes, c'est déjà une grande victoire. Après, rien d'impossible, hein, on dresse bien des lions.
Donc on peut tout à fait réussir à dresser une gerbille, mais ça demande énormément d'efforts pour peu de résultats, d'autant plus au regard de ce qu'apporterait un autre animal comme un chien ou un furet ou des choses comme ça. Alors sur ce point, la gerbille est évidemment beaucoup plus adaptée. La gerbille, c'est plus un animal qu'on observe qu'un animal qu'on caresse. D'autant que la gerbille est très intéressante à observer parce qu'elle bouge beaucoup. Elle est très active lors de ses phases d'éveil, elle parcourt son territoire, elle aménage son nid, elle refait ses galeries, bon, elle bouge beaucoup, on la voit, donc c'est assez plaisant à observer. Ce qui est d'autant plus plaisant, c'est l'idée qu'elle vit en groupe et qu'elle a donc des interactions avec ses semblables, des intrigues, quand elles dorment ensemble, quand elles partagent la roue, quand elles se battent pour une graine ou des choses comme ça, bon voilà, ça crée beaucoup plus d'aléatoire dans l'observation, c'est moins routinier. Là où un hamster qui est par exemple solitaire serait beaucoup plus monotone à regarder. Et enfin, une gerbille est intéressante à observer parce qu'elle est intelligente, comme tous les mammifères sociaux en fait. Mais ce critère est donc assez intéressant parce que en tant que mammifère intelligent doué de langage et donc de conscience, parce que pour parler il faut avoir un espace de conscience pour réfléchir à ce qu'on va dire, elles sont davantage portées par un raisonnement par l'expérience plutôt que par l'instinct. Je veux dire, les gerbilles, c'est des animaux qui développent des personnalités. Il y en a certaines qui vont préférer des choses et pas d'autres. Une gerbille peut être maladroite, une gerbille peut apprendre, progresser. Donc voilà, comme les mammifères, il y a vraiment une marge de progression intéressante. Elles trient leur nourriture. Et l'instinct, contrairement à une araignée, un reptile qui en fait sait déjà tout ou ne sait rien, il est plutôt limité. L'instinct, c'est pour la reproduction, c'est pour le danger de mort, des choses comme ça. Mais sinon, les gerbilles, elles analysent ce qui se passe, elles deviennent le produit de leurs expériences, vraiment comme nous, quoi. Leur intelligence est un critère supplémentaire à donner de l'intérêt à leur observation. Et aussi à les laisser tranquilles, à ne pas vouloir les domestiquer, parce que c'est surtout ça l'intérêt de la gerbille, c'est pas un doudou. C'est plutôt un animal très noble, viril, qu'on observe, qui fait sa vie et qui est très attachant. Cela d'autant plus au regard de leur bipédie fréquente. Donc on retrouve encore le kangourou, c'est-à-dire qu'elles passent beaucoup de temps sur leurs deux pattes. Et quand elles sont sur leurs deux pattes, elles tendent à saisir avec leurs pattes avant, comme si c'était des mains. Et ça aussi, c'est très humanisant, c'est très touchant, enfin, moi j'aime beaucoup. Alors, les gerbilles envahissantes, oui et non. En fait, ça va dépendre de comment on s'en occupe. Bon, déjà, de base, une gerbille, ça fait pas de bruit. Ça pousse des couinements de façon très ponctuelle, et quand c'est le cas, c'est vraiment des petits oisillons, quoi. Donc, c'est pas quelque chose qui sera pénible. Le second point, c'est l'idée qu'elles produisent très peu d'urine. Les gerbilles font leur toilette seules, et elles urinent très peu au regard de leurs conditions initiales désertiques, qui font qu'elles se sont habituées à boire peu également. Donc du coup, bah, les odeurs, elles sont très absentes. Enfin, moi, j'en ai 10 dans un petit appartement de pièces, je ne sens absolument rien. Donc voilà, sur ce point, c'est pas du tout envahissant, tant par le bruit que par l'odeur de leur déjection. Ensuite, on a vu que dans leur caractère, elles étaient assez autonomes, territoriales. Donc ce sont des animaux qui se débrouillent tout seuls, qui aiment bien passer du temps sur leur territoire, qui ne vont pas mendier, et ce d'autant plus qu'ils vivent en groupe et donc sont entre eux, quoi. Ils vont pas aller vous chercher vous. Donc là encore, pas d'envahissement, hein. On est loin du chaton qui gratte à la porte. Et justement, sur ce point, ça reste des animaux qui vivent dans des environnements clos. Ils sont trop petits pour légitimement être lâchés partout. Donc du coup, on leur fait des habitats qui sont hermétiques. Et voilà, dès qu'on veut plus voir ces gerbilles, bah, on change de pièce et on les voit plus. Donc ça aussi, hein, c'est un argument en faveur de ce non-envahissement des gerbilles. Donc finalement, sur le temps que ça prend, bah, en absolu, si on veut, ça prend juste quelques minutes par jour. On passe, on change les consommables, on fait un petit peu de ménage, et puis voilà, ça peut suffire pour la journée. Par contre, si l'habitat n'est pas adapté, si les besoins de la gerbille ne sont pas satisfaits, là, elle va vous mettre la misère. C'est-à-dire qu'elle va ronger les barreaux, qu'elle va agresser ses copines, qu'elle va courir partout. Bon, ça va devenir très chaotique, ça va vous créer de la charge mentale. Et là, non, c'est sûr que les gerbilles, elles vont vous pourrir la vie. Donc voilà, il faut vraiment leur donner un habitat adapté avec tous leurs besoins dedans. Et là, vraiment, c'est si on veut aller les voir, on va les voir, sinon on peut assez les ignorer. Donc du coup, quels sont les besoins de la gerbille? Comment faire pour qu'elle se sente bien? Donc il y a deux types de besoins en fait. Il y a les besoins physiologiques, d'ordre corporel, disons, et il y a les besoins psychologiques, davantage en lien avec l'épanouissement lui-même. Donc on va commencer par les besoins physiologiques. Donc le premier d'entre eux, c'est évidemment, comme tout être vivant sur Terre, de boire.
Donc la gerbille boit très peu, hein, c'est vraiment quelques millilitres par jour, mais elle a besoin d'avoir de l'eau fraîche en permanence. Donc la gamelle d'eau est à changer tous les jours, hein, c'est raisonnable même si elle l'a pas fini. La gamelle d'eau, donc, bah, c'est le biberon qu'on voit souvent et quelque chose à proscrire. Le biberon, c'est vraiment le truc des séries des années 80 dans les cages à hamsters. Ça a été inventé en fait pour des habitats qui ne sont pas adaptés, pour des habitats qui n'ont pas d'étage pour poser les gamelles. Donc, comme on ne peut pas poser les gamelles, on met un biberon parce que si on pose la gamelle dans la litière, elle se renverse, elle se remplit, c'est la galère. Donc, on a inventé le biberon. Mais le biberon, en fait, il a plusieurs problèmes. Déjà, il prend de la place. Ensuite, il est moins hygiénique, hein, parce qu'un biberon, on a moins envie de le changer souvent, c'est plus galère, et donc du coup, à l'intérieur, des microalgues, des bactéries, etc. Et surtout, le biberon est souvent très mal placé. Il faut vraiment que le robinet soit à la bonne hauteur en fonction de la gerbille, de sa taille, de sa position. Bon, et ça, c'est très compliqué à gérer. Et accessoirement, c'est galère aussi à prendre l'eau, quoi, de laper le truc. Alors que là, on a une bonne coupelle d'eau, c'est très naturel. Et c'est très sympa à voir quand elle lappe aussi. Donc avec boire vient très rapidement manger. Donc la gerbille, on dit souvent qu'elle est omnivore, ce qui n'est pas faux, hein. Elle mange autant des choses d'origine animale que végétale. Mais c'est assez impropre parce que si on dit omnivore, on a l'impression qu'elle peut manger tout comme nous. Et ce n'est pas du tout vrai. Donc du coup, la gerbille, elle mange quoi? Elle mange surtout des céréales, des graines, des fruits secs, des petits insectes, des plantes, voilà, tout ce qui ressemble un petit peu à du muesli en quelque sorte. On trouve des mélanges de ce genre dans le commerce. On peut les mélanger soi-même pour faire plus de variété dans les textures, les sensations, les goûts, tout ce qu'on veut. Le tout étant d'éviter absolument le chocolat, les agrumes, les pommes de terre, les fruits ou légumes trop gorgés d'eau, et tout ce qui est produits transformés à destination humaine, hein. Donc les gâteaux, les trucs comme ça. Après la nourriture fraîche, un morceau de jambon, un bout de carotte ou quoi, c'est possible, mais en petite quantité, parce qu'elles ont du mal à digérer les choses, et les diarrhées et mauvaises digestions, ça peut vraiment leur être fatal. Donc voilà, en petite quantité, de façon assez exceptionnelle. Le mieux, c'est quand même de rester sur des mélanges type muesli et de varier de temps en temps les 10 mélanges, mais voilà. Autre chose aussi, c'est d'éparpiller la nourriture dans la litière. C'est une bonne manière pour elles d'avoir une activité, d'avoir quelque chose à faire dans ce milieu captif. Donc elles aiment bien la chercher, elles ressemblent à des petits cochons fouisseurs, c'est assez mignon. Et dernier point sur la nourriture, le foin. Donc le foin est beaucoup moins important que chez d'autres rongeurs, hein, comme le cochon d'Inde, le lapin, tout ça, qui sont herbivores. Mais ici, il aura quand même un rôle dans la digestion, justement. Donc un peu de foin, c'est bien. Et aussi, le foin a d'autres utilités, hein, pour le nid et pour le ronger lui-même, hein. C'est assez sympa, ça fait les dents. Bon. Pour les gerbilles, le foin que je conseille, c'est vraiment le type Timothy A, donc je sais pas comment ça se prononce, mais c'est un foin avec des brins assez durs, généralement sans poussière, très odorant, très vert. Et voilà, il y a plusieurs marques qui le font et je trouve que c'est très adapté. Donc évidemment, les rongeurs, ça ronge, hein, donc les dents, elles poussent en continu chez les gerbilles, donc elles ont régulièrement besoin de se les user. Il faut donc leur donner des choses pour se faire. Le mieux, c'est des objets en carton, comme des rouleaux de papier toilette, des boîtes de gâteaux, des choses comme ça. Ou alors en bois, comme des boules en osier, ce genre de choses. De façon générale, ce qu'elles aiment beaucoup, c'est pouvoir détruire l'objet. Si elles ne peuvent pas le détruire, elles vont le mordiller un peu, mais pas trop s'insister. Par contre, si c'est un objet qu'elles peuvent vraiment détruire en intégralité, elles vont vraiment beaucoup insister dessus. Et donc, c'est les choses à privilégier pour qu'elles fassent leurs dents et se défoulent le passage aussi. Autre chose pour ronger, donc on a vu que le foin, ça avait un intérêt, c'est aussi la paille. La paille, c'est encore plus large que le foin. C'est très agréable pour elles, hein. C'est vraiment comme des chewing-gums, ça se mâche facilement. C'est agréable, c'est apaisant, plus qu'un carton qui demande plus d'agressivité et de concentration. Puis la paille, ça a aussi d'autres utilités, c'est pour le nid, c'est pour renforcer la litière, c'est voilà. Donc la paille, c'est important aussi pour ronger et pour d'autres choses. Se laver. Donc nos gerbilles, elles sont toutes propres, hein, elles font comme les chatons, elles font leur toilette avec la langue, tout ça. Mais elles ont quand même besoin, pour purifier en profondeur leur pelage, de faire des bains de sable, hein. Donc pas n'importe quel sable, hein, du sable spécial rongeur. Donc il faut absolument, dans l'habitat, mettre un endroit donné, un petit saladier, un petit tupperware, un bol, enfin quelque chose d'assez grand pour qu'on puisse y entrer et se rouler. Donc ce sable, par contre, il est vraiment à nettoyer très régulièrement, tous les jours en fait, parce que bon, forcément, il est là pour débarrasser des bactéries, des impuretés, donc il sera sale, et aussi parce que les gerbilles tendent à y faire leurs besoins.
Elles aiment beaucoup faire leurs besoins dans le sable, comme les chats encore une fois. Et voilà, donc il faut au moins enlever les cacas tous les jours et changer le sable une fois par semaine. Et les gerbilles, enfin, ne dorment pas n'importe où, elles se constituent un nid qui peut vraiment changer d'emplacement régulièrement. Toujours est-il qu'elles ont besoin de le construire et il faut leur donner de quoi le faire. Donc là, le truc vraiment qui marche bien, c'est les mouchoirs en papier, hein, on leur en donne quelques-uns, elles les emportent un peu partout. C'est la paille, c'est le foin, c'est même des morceaux de carton, bon voilà, donc du matériel pour qu'elles puissent constituer leur nid. Souvent, on vend du coton, mais il paraît que le coton, c'est pas top parce que les filaments sont assez rigides et ils peuvent s'enrouler autour des pattes et ça peut avoir des conséquences néfastes, ce que je n'ai pas testé, mais je le crois assez. Donc voilà, c'est pas la peine de se lancer là-dedans. Des mouchoirs, de la paille, ça va très bien. Et on en vient aux besoins psychologiques. Alors le premier d'entre eux, hein, c'est la base de la base, c'est courir. Une gerbille, c'est un animal vif, agile, c'est un animal rapide qui se déplace, qui court, qui aime ça. Et du coup, il faut le lui permettre avec de l'espace. Donc quel espace? Bon, toutes les valeurs sont très relatives, hein, mais moi je trouve que les Français qui nous placent 3200 cm² minimum, je trouve que c'est vraiment trop petit, c'est de l'exagération. C'est vraiment trop radin, il faut au moins taper dans du 6000 cm² minimum, ce qui correspond à peu près à du 100 x 60 ou du 120 x 50. Bon, voilà, ce genre de dimension pour avoir vraiment le sentiment de respirer, de pouvoir courir un peu, se déplacer. Bon, mais 6000, hein, ça reste un minimum, hein. Tant qu'on a les moyens, tant qu'on a la place, le désir de s'investir, on peut aller chercher jusqu'aux 20 000 assez facilement. J'ai 20 000 à côté, c'est pas si énorme que ça. Mais comme on est avec les animaux en captivité, même si on leur donne pas mal d'espace, ça sera toujours trop petit par rapport à ce qu'ils peuvent exiger. Donc c'est là qu'intervient la roue. La roue, c'est vraiment la possibilité de courir longtemps sur de longues distances. C'est la possibilité d'accélérer vraiment comme des sprinters. Bon voilà, la roue, c'est très important. Il est aussi très important qu'elle fasse 20 cm minimum de diamètre. En dessous, pour des gerbilles, c'est trop petit. Ça va pas être agréable pour elles, elles ne vont pas l'utiliser, puis elles vont déprimer parce qu'elles ne pourront pas courir. Donc 20 cm minimum. Après, voilà, on entend souvent des grands délires sur il faut des roues de 28, 30, gna gna gna. Non, de 20 cm minimum, c'est très bien. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, perso, les roues, quand elles sont trop grandes, elles s'en servent plus comme balançoire que comme roue. Mais bon. Donc juste après courir, il y a évidemment creuser. La gerbille, c'est un animal qui vit dans des galeries, qui vit sous terre. Donc évidemment qu'il faut lui permettre en captivité de retrouver ses habitudes instinctives, hein, pour le coup. Parce que la gerbille dans la nature, elle vit 7 mois en moyenne. C'est un animal qui est très chassé. Donc les prédateurs viennent souvent du ciel et pouvoir se mettre sous terre, c'est une sécurité psychologique très importante. Donc il faut le leur permettre, et il faut même faire mieux que ça, hein. Il ne faut pas simplement mettre une couche de litière pour se mettre dessous, il faut leur mettre une couche de litière pour qu'elles puissent creuser des galeries, pour qu'il y ait le niveau pour vraiment faire des souterrains et les lier entre eux, etc. Et puis creuser des galeries, c'est vraiment un truc qui peut les occuper longtemps durant leur phase d'éveil, et c'est assez positif, elles s'usent les griffes, elles se dépensent, elles réfléchissent, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, la profondeur de litière. Donc 10-15 cm, c'est vraiment le minimum, hein, c'est pour qu'elles puissent se mettre dessous à minima. Il faut vraiment viser les 25-30 pour que ce soit correct, hein, c'est à peu près ce que j'ai derrière. Et dépasser les 40 idéalement, c'est ce à quoi j'aspire. Enfin, j'avais une cage où j'avais 40 cm de litière qui était très sympa, mais elle était petite. Donc du coup, j'ai sacrifié la profondeur à la taille pour l'instant, mais j'espère bien rehausser tout ça un peu plus tard. Et oui, les gerbilles aiment se percher, elles aiment escalader, entre guillemets. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent, hein. Non, les gerbilles, elles n'ont pas besoin d'escalader, ça sert à rien les étages. Non, ça, c'est des gens qui veulent faire de l'économie. Les étages sont très importants pour les gerbilles. Ils sont très importants d'une part parce qu'ils permettent de poser les éléments fixes, hein, comme les gamelles, la roue, les cachettes, etc. Pour pas que ça se noie, le bain aussi, pour pas que ça se noie dans la litière et que ça soit inutilisable. Et elles permettent aussi de varier l'environnement. Donc c'est cool de courir à la surface et de creuser des galeries, mais ce qu'on aime aussi, c'est grimper, escalader, aller sur d'autres surfaces. C'est aussi une bonne distraction. Enfin, moi, pour voir régulièrement mes gerbilles jouer les écureuils, je les priverai absolument pas de ces étages, de ces plateformes, de toutes ces choses. Donc les gerbilles aiment se percher, elles aiment pouvoir contempler leur territoire, elles aiment bien avoir des promontoires surélevés, donc il faut absolument le leur offrir. Bon, par contre, et là on rejoint un petit peu les critiques de ces gens qui se servent de ça comme prétexte
pour ne pas mettre d'étage. Les gerbilles ne sont pas non plus des grandes escaladeuses. Elles peuvent monter, mais elles peuvent pas trop descendre. Donc du coup, voilà, il ne faut pas que ces promontoires dépassent de trop le niveau du sol. Mais ne pas en mettre du tout, c'est vraiment une aberration, hein. Il faut qu'il y ait des étages, il faut qu'il y ait des plateformes, il faut qu'il y ait des promontoires, il faut qu'elles puissent se sentir dominantes. Donc justement, hein, sur cet aspect espace aérien, parce qu'on le voit ici, hein, une cage de gerbille, bon, j'anticipe un peu, hein, c'est un espace souterrain fait de litières et de galeries, et un espace aérien fait d'étages et de plateformes. Bon. Bon, toujours est-il que dans cet espace aérien, il est très important pour elles de pouvoir se cacher si elles le veulent. Elles sont toujours flippées par rapport aux prédateurs, donc si elles ont envie de s'isoler très vite, de se cacher dans cet espace, bah, il faut leur offrir des cachettes, comme la coco qu'il y a derrière. Donc cette coco, elle est très utile parce qu'elle leur permet aussi de manger, pour dormir, pour passer du temps à se papouiller avec d'autres gerbilles, ou même pour rester à la fenêtre et regarder. Bon voilà, les cachettes en milieu aérien, c'est important. Avant-dernier besoin psychologique, hein, il y en a beaucoup. Pour la gerbille, c'est vraiment d'explorer. La gerbille, c'est un animal intelligent qui a besoin d'être stimulé. Elle a donc besoin de nouveautés. Donc cette nouveauté, elle peut passer par des nouveaux éléments, par la redisposition des anciens, des choses comme ça. Les gerbilles, elles aiment beaucoup redécouvrir leur territoire, l'explorer, l'assimiler, le maîtriser, le dominer. C'est vraiment une activité très importante, donc si on laisse pendant 6 mois la même disposition, bah, elles vont finir vraiment par s'ennuyer. Il faut vraiment essayer de mettre des nouveautés régulièrement. Et enfin, socialiser. Les gerbilles sont des animaux qui vivent en groupe, qui ont cette capacité de communiquer avec leurs semblables et de faire des choses avec eux. Donc elles aiment beaucoup partager des activités, des intrigues avec d'autres gerbilles. Donc ça aussi, hein, c'est un besoin qui est important à satisfaire. Et si d'aventure on se retrouve avec une gerbille seule, bah, il faudra à ce moment-là passer soi-même du temps avec elle pour lui permettre d'avoir des stimulations, de sentir de la chaleur d'un autre animal, des choses comme ça. Donc l'habitat idéal, du coup, c'est quoi? C'est celui qui satisfait tous les besoins de la gerbille, qui remplit toutes les conditions. Il n'y a donc pas vraiment de règles, de formes obligatoires, il faut simplement réunir toutes les conditions qu'on a indiquées précédemment, à savoir un espace au sol correct, donc donner des chiffres, ça n'a pas trop de sens, hein, mais il faut simplement se dire, est-ce que moi, ça me plairait de vivre dans cet espace ou non? Les Suisses fixent l'espace au sol correct à partir de 8000 cm², ce que je trouve assez honnête. Il faut aussi savoir que la litière intégrale, c'est-à-dire que tout l'espace disponible soit rempli de litière, c'est pas du tout une obligation. Il vaut bien mieux un grand espace et un petit espace litière que se limiter au petit espace litière sous prétexte que bon bah là il y a de la litière et c'est mieux. Donc de l'espace au sol, autour de 6000-8000 cm² minimum, et ne pas faire un dogme du fait qu'il y ait de la litière partout. Surtout offrir cet espace avant tout. Le second point, c'est évidemment cette profondeur de litière. Il faut que l'habitat offre une profondeur de litière assez importante pour pouvoir creuser des galeries de manière intéressante. Donc, comme on l'a dit, hein, le minimum c'est 10-15 cm, ça c'est vraiment juste pour pouvoir passer dessous et se faire un nid et avoir l'impression qu'on se met à l'abri et qu'on parcourt un petit peu le sous-sol. Mais idéalement, voilà, il faut mieux atteindre les 25-30 et même viser les 40 et au-delà, jusqu'à 60, hein, c'est pas la peine d'aller vraiment très haut. Mais voilà, je pense que les gerbilles peuvent trouver de l'intérêt à creuser dans une litière qui va jusqu'à 50-60 cm. Je pense qu'au-delà, c'est exagéré, puis ça devient dangereux aussi pour l'aération. Mais toujours est-il que voilà, viser les 40, c'est l'idéal, et ne jamais aller en dessous des 15-20, c'est vraiment une préoccupation importante à avoir. Il faut vraiment rappeler que la litière pour les gerbilles, c'est pas du tout un truc pour absorber les déjections, comme c'est souvent le cas pour beaucoup d'autres animaux. C'est vraiment une part de leur habitat, c'est un matériel de construction très important, donc voilà, c'est pas du tout à négliger. Espace au sol, profondeur de litière, c'est vraiment des choses importantes. Viennent ensuite les étages. Donc les étages, ils sont tout aussi importants stratégiquement, parce qu'ils permettent donc de mettre des éléments fixes qui ne doivent pas être affectés par la litière. Si on met la roue à quelques centimètres de la litière, elle sera très rapidement enfouie dedans, elle sera plus du tout utilisable. Pareil pour le bain, les gamelles, tout ce qu'on veut. Donc dans les étages, ça sert prioritairement à positionner des éléments fixes très importants qui ne doivent pas être affectés.
Et après, ça sert aussi à varier l'environnement, à le diversifier. C'est assez fun d'escalader les barreaux pour monter sur un étage, de courir sur des plateformes entre deux étages, etc., etc. Puis même d'avoir un sol tout plat, ça change, voilà, donc c'est intéressant. Enfin, dernier point, donc habitat obligatoirement espace au sol conséquent, profondeur de litière conséquente, des étages obligatoires et de l'enrichissement. Les structures fixes, ça suffit pas, il faut enrichir tout ça. Donc l'enrichir, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire en fait que on va mettre des choses dans la litière, on va pas simplement mettre que la litière, on va mettre des structures en paille, on va mettre des structures en bois, on va mettre des bâtons, on va mettre des tunnels, bon voilà, pour que cette litière devienne plus complexe, plus intéressante à parcourir, à explorer. Donc des matières différentes, comme de la paille, du cellulose, du foin, etc. Et dans l'espace aérien de même, on va pas laisser nos pauvres étages, on va mettre des cachettes, des plateformes, des éléments suspendus, des cartons, bon, tout ce qu'on peut. Donc on enrichit tout ça, évidemment, des objets à ranger régulièrement et des choses comme ça. Donc on enrichit l'ensemble, c'est très important. Mais au regard de tous ces critères, si on les met en comparaison des offres de cages, d'habitat pour gerbes dans le commerce, évidemment qu'ils ne les tiennent pas, ce qui est un problème. Donc l'habitat de la gerbille, c'est vraiment quelque chose qu'il faut inventer, qu'il faut bâtir, qu'il faut penser. Voilà, il n'y a pas de solution clé en main, il n'y a vraiment presque pas de solution clé en main. Donc il faut se dire à l'avance, bah voilà, il faudra bricoler, innover, inventer, trouver comment satisfaire tous ces besoins. Les gerbilles, c'est des nacs, c'est des animaux de compagnie nouveaux, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment encore intégrées, donc c'est normal qu'on explore, qu'on tâtonne, et c'est ça qui est très intéressant. Vous voyez, les étages, elle aime bien. Alors du coup, comment on fait? Bah, il y a deux grandes pistes en fait que je trouve intéressantes pour faire un habitat de gerbille. La première, c'est ce que j'appelle le plaquage plus parc. Donc l'avantage de cette solution, c'est qu'elle n'est pas très onéreuse, qu'elle est assez accessible. En fait, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de prendre n'importe quelle cage, finalement, et de la mettre au milieu d'un parc qui, lui, sera spacieux, et avec la cage, évidemment, ouverte en permanence. La gerbille, en fait, va faire de la cage son endroit intime, et elle sortira de temps en temps, parcourir un territoire, et trouvera ce qu'on aura entreposé pour elle. Donc l'avantage de cette solution, c'est qu'elle est très peu onéreuse, parce qu'on prend n'importe quelle cage et que le parc, il coûte 30-50 euros sur Amazon, selon la taille qu'on voudra. Et qu'on a tout de suite énormément d'espace, mais vraiment plus d'espace que la moyenne des propriétaires de gerbilles. La seule limite, évidemment, c'est au niveau de la profondeur de litière. Là, on restera limité, parce que même si on met une grosse cuve, il faut créer un système pour que les gerbilles montent et descendent, aller de la cuve au parc, et du parc à la cuve, donc c'est un peu plus contraignant. Donc voilà, c'est difficile de mêler les deux, mais c'est assez peu onéreux, c'est accessible. Pour commencer, je pense que c'est bien, ça offre de l'espace, et après on essaie de bricoler pour offrir aussi de la profondeur de litière. On voit souvent des détolfs d'IKEA utilisés comme aquarium pour les gerbilles. Bah voilà, une détolf au milieu d'un parc, je pense que c'est intéressant. Souvent les gens ils s'embêtent à faire des toits, ils pensent que ça suffit la détolf, non. Mais une détolf comme cuve, qui est pas très haute, qui est autour de 35 cm, pour monter et descendre c'est pas très galère, et il y a quand même une bonne dimension pour mettre de la litière et pour creuser dedans, donc voilà. Parc plus cage. La seconde option, c'est l'idée de faire cuve plus étage. Donc là, bah, la force, ça sera normalement la profondeur de litière, parce qu'on aura une cuve vraiment dédiée à ça, et puis là, on pourra y aller au niveau profondeur comme on veut, puisqu'on n'a pas la contrainte de devoir y monter et y descendre. La seule contrainte ici, c'est qu'il faut vraiment plus bricoler. C'est un peu plus contraignant que d'installer un parc autour d'une cage. Il faut faire en sorte d'adapter des étages au-dessus de sa cuve, de façon assez hermétique, ce qui n'est pas forcément très simple. L'autre défaut, c'est que l'espace est souvent réduit. Une cuve, ça vaut souvent assez cher, on ne peut pas faire des dimensions absolument folles. Donc du coup, il faut innover en collant plusieurs cuves entre elles, enfin faire des choses. Mais à terme, c'est vrai que cette solution est la plus viable parce elle peut offrir un grand espace, une grande profondeur de litière, des étages, tout ce qu'on veut. Mais voilà, ça demande plus d'investissement, d'innovation, de réflexion. Les habitats qu'il faut absolument oublier, en revanche, c'est vraiment les cages seules. On ne peut pas laisser les gerbilles toute leur vie dans un truc aussi petit, aussi peu profond, aussi peu praticable en fait. Donc les cages seules, non, ça c'est pas possible. Si on a une cage seule, on la fout au milieu d'un parc, et après on réfléchit à ce qu'on veut faire ensuite. Et le second truc impossible, mais qui est pourtant très 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 conseillé en alternative à la cage seule, c'est l'aquarium seul. Donc aquarium, terrarium, vivarium, c'est des synonymes dans la bouche des gens.
Toujours est-il que, bon, j'appellerais ça la cuve seule, mais la cuve seule, c'est un grand problème. En général, la cuve seule, quel est en fait son intérêt? Ben, son intérêt, c'est que dans une petite cage à barreaux, la gerbille insatisfaite va ronger. Dans une petite cuve aquarium, la gerbille sera toujours insatisfaite, mais elle ne pourra pas ronger. Donc c'est pour ça que les gens prennent ça, mais c'est vraiment un problème. Parce qu'en fait, la cuve sert à mettre de la litière dedans. L'intérêt de la cuve, c'est d'avoir un espace souterrain important. Et après, on met des étages pour le reste. Mais si on prend une cuve seule, il faudra bien qu'on place la roue, le bain et tout à l'intérieur. Et évidemment, pour pas que ça soit rempli par la litière, on mettra très peu de litière. Et du coup, en se passant d'étages, on va créer un truc de plein pied. La cuve va perdre son intérêt premier qui est de mettre de la litière. On aura juste un fond de litière et les objets, puis on aura en fait une cage aquarium, quoi. Ça n'aura pas d'intérêt. Et si jamais on met quand même de la litière, la roue se retrouvera très vite engluée. Et comme les cuves sont généralement assez chères, elles ne sont jamais très grandes. Et voilà, ce sera un grand problème de ne pas pouvoir courir dans la roue qui se retrouvera noyée par la litière. Évidemment, je taunte au passage les gens qui conseillent des très grandes roues parce que mettre leurs très grandes roues dans leur petit aquarium, les gens sacrifient encore plus le volume en litière potentiel. Donc cage seule et aquarium seul, non, c'est pas possible. La cage dans un parc, la cuve remplie à 80% avec des étages par-dessus. Donc oui, quelle litière utiliser? Bon là par contre, tout le monde est unanime et je pense que c'est très justifié, c'est le chanvre. Le chanvre, en fait, il a l'avantage de ne pas être très poussiéreux, contrairement aux copeaux de bois qui sont plus répandus. Et donc on a dit que les gerbilles en captivité étaient devenus très sensibles des voies respiratoires. Et en plus de ça, le chanvre, il est assez sympa. Il n'est pas trop volatile, il n'est pas trop ferme, il n'est pas trop liquide, il est assez souple. Bon, pour creuser des galeries, c'est un très bon équilibre au niveau de la matière. C'est très adapté. Alors ce qu'on peut faire par contre en plus du chanvre, c'est mettre du cellulose. Donc les celluloses est tout aussi, même moins poussiéreux encore, et permet de nourrir davantage le mélange de souplesse et de fermeté de la litière pour encore mieux creuser des galeries. On a d'autant moins raison d'être radin avec la litière que la litière se change en fait très peu souvent concernant les gerbilles. Une gerbille, comme on l'a dit, ça urine très peu, ça salit très peu sa litière. Donc, en fonction du volume, on peut facilement renouveler la litière que tous les 2-3 mois. De là, autant mettre le paquet et se créer la possibilité de le faire. En absolu, on pourrait aller au-delà de 3 mois, mais fatalement, la poussière finit par s'accumuler dedans et il faut faire le ménage, en plus des développements bactériens, bon, tout ça. Mais au bout de 3 mois, c'est sûr qu'un grand volume de litière ne sera toujours pas vraiment souillé. Toujours est-il que voilà, les litières de gerbille, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais jamais moins. Donc ça se change assez peu souvent. Donc voilà, on connaît le caractère des gerbilles, on connaît leurs besoins, on a une idée de l'habitat qu'il faut leur apporter. Maintenant, on adopte quoi comme gerbille? Alors la première chose très importante, c'est d'adopter des gerbilles qui en ont besoin. Donc des gerbilles qui sont en détresse, des gerbilles qui ont une mauvaise vie. C'est vraiment ça qu'il faut viser en priorité. Du coup, animalerie, association et annonce de particuliers qui veulent s'en débarrasser. Donc ça, c'est vraiment les lieux à privilégier, on sera sûr de faire leur bien-être, leur bonheur, tout ce qu'on veut. A contrario, contrairement à ce qu'on entend souvent, il ne faut pas adopter chez les éleveurs. Les éleveurs sont des gens égoïstes qui, au milieu d'un océan de détresse, ont l'idée farfelue de se dire moi je vais aussi reproduire des gerbilles, je vais ajouter des candidates à l'adoption sur ce marché déjà saturé. C'est un comportement tout à fait inacceptable, que les éleveurs fassent de la reproduction entre eux, avec leur délire génétique, et qu'ils s'échangent des gerbilles pour faire des lignées, gna gna gna, pas de souci. Mais qu'ils mettent ça sur le marché et surtout se présentent comme les défenseurs du bien-être animal, c'est un absolu non-sens, parce que la gerbille qu'on prend chez l'éleveur, éleveur éthique, donc sa gerbille elle n'est pas trop malheureuse, c'est une gerbille qu'on ne prend pas chez une animalerie, une association, un endroit où elles sont effectivement très malheureuses. Donc les éleveurs qui sont généralement à la tête de toutes les vidéos, de tous les groupes d'influence concernant les gerbilles, vont tous vous dire de prendre chez eux, évidemment, ça les intéresse, mais voilà, c'est un non-sens total. Leur argument de dire oui, mais en prenant chez moi, comme ça, tu casses le marché des animaleries et tu endigues tout ça, non. Je veux dire, il y a quasiment 100% des primo-adoptions de rongeurs qui se font en animalerie. Donc c'est pas les 3 Pékins qui écouteront l'éleveur qui vont changer ça.
Ça va changer par la loi. Ça va changer comme les cirques ont été fermés, comme Marineland a été fermé. C'est un processus de fond qui va finir par aboutir, et des pays plus en avance que d'autres. Mais c'est certainement pas en achetant chez l'éleveur qu'on va éviter ça. En achetant chez l'éleveur, tout ce qu'on va faire, c'est un grand doigt d'honneur à la gerbille qui, elle, souffre dans une association ou dans une animalerie. Deuxième point, il faut absolument adopter des gerbilles de même sexe. Les couples, ce n'est pas viable. Une gerbille, ça fait en moyenne 6 bébés tous les 2 mois. On est vite submergé, donc c'est pas possible. Puis en plus, ce sont des animaux qui fonctionnent encore à l'instinct, à l'estrus pour la reproduction. Donc ils n'ont jamais envie de se reproduire, c'est juste qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Donc c'est vraiment pas cool de les faire se reproduire. Donc non, voilà, des gerbilles de même sexe, c'est très bien. Sur les différences mâles-femelles, les femelles étant dominantes dans la nature sont plus territoriales, plus portées sur la hiérarchie, sur l'indépendance. Les mâles sont plus cool, ont plus tendance à être proches des humains aussi, mais bon, voilà, c'est des généralités qui restent assez infimes. Ça se vaut relativement. Dernier point là-dessus, il faut adopter des gerbilles ensemble. On va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais les gerbilles sont très très intolérantes avec les nouveaux individus. Du coup, il faut adopter un groupe déjà formé. Donc généralement, c'est des frères et sœurs d'une même portée. Donc sur le nombre, les groupes de 2 sont souvent assez stables. Les groupes de 3-4 sont un peu plus fun à observer, mais il faut un habitat plus exigeant évidemment. Et au-delà de 4, c'est vraiment de l'expérimentation. Je crois que presque personne n'a d'habitat capable d'accueillir autant de gerbilles, même si ça peut être intéressant à découvrir. Donc on en vient justement à ces fameuses disputes. Alors les gerbilles boxent comme des petits kangourous, hein, c'est des jeux pour se taquiner, pour éprouver la hiérarchie, pour savoir qui domine. Voilà, c'est pas très sérieux. Donc si elles se taquinent et qu'il n'y a pas de couinement, de blessure, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il commence à y avoir des comportements plus insistants, c'est-à-dire qu'une souris est poursuivie et queen et qu'on la poursuit quand même, hein, parce que quand elle queen en général, ça veut dire c'est bon, ok, t'as gagné. Si l'autre insiste et se montre plus agressive, là ça devient un peu plus inquiétant. Et en général, il faut changer l'habitat, l'agrandir, le diversifier. Il y a des gerbilles qui pètent un câble dedans et qui trouvent rien de mieux que d'agresser les autres pour passer le temps. Bon, par contre, si les gerbilles se battent au sang, en général, elles forment une boule très compacte et très rapide et teigneuse, et à la fin, il manque un œil, une oreille ou un truc du genre. Voilà, là, c'est pas possible, hein. S'il y a du sang, ça veut dire qu'il y a tentative de meurtre, en quelque sorte, et qu'il faut séparer les gerbilles. Et là, on va me dire, oui, mais du coup, c'est pas cool, elles sont seules, comment elles vont faire? Bon, déjà, il faut se souvenir immédiatement que c'est peut-être plus cool que de se faire couper une oreille, juste pour dire. Seconde chose, on peut évidemment suggérer aux gerbilles rester seuls de nouveaux partenaires, sachant qu'il y a très peu de chances que ça fonctionne, il faut se le dire. Mais on peut tenter quand même. Donc comment on s'y prend à ce moment-là? On fait une rencontre en terrain neutre, c'est-à-dire un espace qui n'est pas le territoire de l'une ou de l'autre, afin qu'elles n'aient pas déjà des intérêts territoriaux pour se fâcher, pour voir si elles s'entendent. Donc si lors de cette rencontre en terrain neutre, ça se passe assez bien, hein, qu'elles ne se jettent pas l'une sur l'autre et qu'elles manifestent pas plus d'agressivité que ça, on peut essayer une rencontre dans l'habitat. Et là par contre, si ça se passe mal, ça veut dire qu'il ne faut pas insister. Il faut respecter le choix de ces gerbilles qui ont dit l'autre je l'aime pas et je ne veux pas vivre avec elle. Il existe malheureusement des méthodes pour forcer l'entente entre gerbilles. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Donc la cohabitation, hein, c'est de la torture cognitive, hein, comme il fait Poutine avec Navalny. En gros, c'est l'idée de les priver de tout pour qu'à la fin, elles soient forcées de trouver un intérêt à l'autre individu. C'est très barbare, hein, on les met dans des cages minuscules, coupées en deux, sans espace, sans profondeur de litière, sans cachette, sans jouet, sans rien, sans aucune distraction, et ça peut durer des semaines, certains font même durer ça des mois, hein, c'est des fous furieux. Je soupçonne un peu de sadisme chez ces gens-là quand même. Bon, toujours est-il que la cohabitation, c'est une mauvaise chose parce que c'est insupportable du point de vue du bien-être animal, et en plus, elle marche quasiment pas. Les cohabitations qui fonctionnent, c'est des cohabitations qui auraient fonctionné sans cohabitation. C'est-à-dire que si on avait commencé par demander aux gerbilles de se rencontrer, peut-être qu'elles ne se seraient pas agressées et qu'on aurait pu passer directement dans la cage. Mais les gens qui se félicitent des cohabitations, en général, ils ont commencé par la cohabitation directe, et puis à la fin, ils se disent « Waouh, ça a marché !» alors que les pauvres gerbilles, elles s'entendaient dès le début.
Et comment ça marche? En général, ça ne marche plus au bout de quelques mois, semaines. C'est-à-dire que, bah, bizarrement, à force de torturer les gerbilles, elles cèdent, mais au bout d'un moment, une fois qu'elles reprennent un peu du poil de la bête, elles se disent: «Non mais toi, je t'ai jamais aimé de toute façon» et on se court après et rebelote, bon. Donc non, la cohabitation, c'est une barbarie infinie, c'est quelque chose qui est utilisé par les éleveurs justement pour faire des économies, hein, pour pas avoir à multiplier les habitats. Mais ça n'a rien à faire chez les particuliers, hein, qui sont censés être bienveillants et ne pas avoir d'intérêt économique. Les bébés, ce que dans le milieu ils nomment les portées surprises. Donc il arrive en effet que l'on adopte deux gerbilles et que l'on se trompe sur le sexe, hein, donc que la personne qui nous les vend se trompe sur le sexe, et qu'au lieu d'avoir deux gentils mâles ou deux gentilles femelles, on a un couple. Et un jour, la femelle, ben, elle nous pond 5, 6, 7, 8, 9 gerbillons qu'il faut dès lors gérer. Donc comment on s'y prend? Bah en fait, la première chose déjà, c'est d'isoler le père juste après l'accouchement. Parce que juste après l'accouchement, la mère redevient féconde. Et donc elle a des grandes chances de se faire féconder à nouveau et 2 mois plus tard, c'est rebelote. Donc du coup, le père, on l'isole. Durant la durée de l'allaitement, donc 3 4 semaines, on donne des vitamines à la mère, on lui donne des protéines, plus de graines de tournesol que d'habitude, plus de verre de farine, enfin tout ce qui est vraiment très protéiné, pour que tout se passe bien. Et si l'habitat est adapté, bah, tout se passera bien. C'est elle qui va décider, hein, s'il y a des gerbillons qui ne sont pas viables, elle les mangera certainement. Bon, toujours est-il que voilà, on ne peut rien faire de plus, donc on attend que ça passe. Et au moment du sevrage, hein, vers 3 à 6 semaines, hein, tout dépend si on est pressé ou pas, et de l'ambiance dans la cage aussi, hein, parce que... Et au bout de 3 à 6 semaines, vient le temps de répartir tout le monde là où il doit être. Donc du coup, on laisse une ou deux femelles avec la mère, parce que plus ça commence à être un petit peu instable et dangereux. On met un ou deux mâles avec le père, donc on peut tester tous les mâles, hein. Normalement, il en accepte au moins un ou deux à la fin. Il est possible qu'il en refuse certains. Enfin, moi, voilà, j'ai laissé un mâle seul tout le mois de l'allaitement. Un mois après, il n'avait jamais vu ses gosses. Il y en a certains, il leur a couru après. Il y en a d'autres, il leur a fait des câlins. Donc voilà. Donc normalement, voilà, on peut au moins caser quelques mâles ici, et puis pour que lui-même ne reste pas tout seul. Et les derniers bébés qui restent, eh ben, on fait des groupes de même sexe entre eux. Donc comment on distingue les sexes chez les gerbilles? Bah, c'est assez difficile quand elles sont jeunes, hein. On dit souvent de regarder la distance entre l'anus et le sexe, plus importante chez le mâle que chez la femelle. Faut surtout comparer en fait. Si on a deux mâles à côté, on ne saura pas si c'est grand ou pas. Mais dès qu'on voit une femelle et un mâle à côté, en général, on s'en rend compte. L'autre truc aussi, c'est les testicules. À partir de un mois et demi, ils commencent vraiment à descendre. Ils forment une boursouflure et quand elles sont debout sur les étages, hein, sur une surface très plane, en général, on la voit, la boursouflure. Donc ça aussi, ça ne trompe pas. J'avais promis hein, qu'on terminerait par un petit peu de psychologie. Et c'est très important en fait parce que la plupart des éleveurs, des groupes d'influence plus ou moins tenus par des éleveurs ou des gens très influencés par ceux-ci, donnent des conseils assez limites. Et ça s'explique tout simplement par rapport à leur façon d'aborder les animaux. Donc expliquons-nous, en fait, adopter un animal, vouloir un animal, c'est toujours une façon de pallier à un besoin de domination frustré. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui veulent avoir le dessus sur quelque chose, le maîtriser, le posséder, qui veulent une machine à affection ou que sais-je, qui ne trouvent donc pas de moyens dans la vie de l'obtenir et qui vont très naturellement être portés vers l'animal. Parce que l'animal, c'est quelque chose qui est très accessible, hein, encore plus les petits animaux comme ça, hein, les rongeurs qui sont absolument accessibles à 10 euros dans n'importe quelle animalerie, qui ne sont pas du tout protégés, hein, on peut leur faire n'importe quoi, il n'y aura jamais le FBI qui viendra toquer à la porte, et du coup, bah, c'est une cible très 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 privilégiée pour assouvir ses besoins de domination frustrés dans la société. J'ajouterais que si la plupart des adoptantes de rongeurs sont justement des femmes, c'est parce que en tant que femme, on a plus de mal à assouvir son besoin de domination dans la société, donc on se reporte sur autre chose comme les animaux. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, hein, dans les groupes relatifs aux rongeurs, les premières questions, c'est toujours comment domestiquer mon animal, comment l'amadouer, comment faire en sorte qu'il m'aime, comment faire en sorte qu'il m'obéisse. Donc tout ça, c'est très transparent. La cohabitation aussi hein, est très 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 diffusée, répandue, conseillée.
Pourquoi? Bah, parce qu'elle permet de faire des économies, hein. Ces gens-là sont là pour dominer leur bestiole, bah, pour se faire dominer par elles. Elles veulent pas se faire prendre, toutes leurs ressources, donc quand elles ont l'occasion de faire des économies, elles le font et elles ne multiplient pas les habitats quand 2 gerbilles ne s'entendent pas. Elles les forcent à s'entendre. Et là aussi, hein, il y a un plaisir sadique et dominant à le faire. Le dernier point, c'est également les habitats régulièrement conseillés, donc ces fameux aquariums. Les étages, ça sert à rien. Les barreaux, c'est pas bien, ils les rongent, etc. Mais voilà, on a déjà expliqué que s'ils rongeaient les barreaux, c'était pour exprimer un mal-être. Dans l'aquarium, ils ne peuvent plus exprimer le mal-être. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de mal-être. D'autant plus qu'on a vu les problèmes de l'aquarium, on ne peut pas les remplir parce qu'il faut mettre les éléments, et si on remplit quand même, ces éléments sont plus utilisables, bref. J'ajouterais ici que l'aquarium, c'est aussi un truc assez esthétique, c'est aussi un truc qu'on peut facilement nettoyer, c'est aussi un truc où on peut facilement attraper ces animaux. Voilà, ça a plein d'avantages pour le propriétaire, mais pas tellement pour l'animal lui-même. Tout ça, on le voit beaucoup chez les groupes, hein, ça transparaît vraiment quel est le désir en fait des adoptants. Et c'est encore plus pervers que ça parce que, bon, comme on est quand même dans une société où il est à la mode d'être défenseur du bien-être animal, les adoptants tyrans frustrés ne vont pas s'afficher trop comme tels. Donc ils vont vouloir dominer les membres de leur groupe, cette audience, et se faire passer pour des grands défenseurs de la cause animale, ce qui va créer des paradoxes. Moi, par exemple, j'ai peut-être l'un des habitats les plus importants de ces groupes, et pourtant je suis banni d'absolument tous ces groupes, parce que je critique la cohabitation, parce que je critique beaucoup de choses en fait, parce que je fais mieux qu'eux et que je les vexe. Les gens n'aiment pas la critique, ils sont là pour dominer, ils ne sont pas là pour améliorer le bien-être animal. Un autre exemple très très typique, c'est ce cas d'une jeune fille qui avait acheté une cage tout à fait merdique, mais bon, elle était mal renseignée, hein, pas de souci, à l'intérieur de laquelle figurait une friandise. Et toutes ces filles arrivent là en disant mais il faut enlever la friandise, c'est très mal, c'est pas bien, ça fait du diabète, ça fait grossir, ça fait gna gna, c'est mauvais pour la santé. Sauf que cette jeune fille, évidemment, allait améliorer son habitat. C'est une question de jours, semaines. Et je ne crois pas que la friandise aurait fait beaucoup de mal en quelques jours, semaines. Par contre, elle aurait peut-être fait du bien. Ça aurait été une des seules distractions de cette pauvre bête enfermée. Mais non, non, il faut absolument m'obéir. Moi, je suis l'admin du groupe. Je te demande d'enlever ta friandise. Attention, j'invoque le bien-être animal, c'est très mal, etc. Bon. Donc voilà, donc, même quand ils essaient de défendre le bien-être animal, ces gens sont rattrapés par leurs contradictions. Ce qu'ils veulent à la fin, c'est dominer les autres. Ce n'est pas le bien-être animal. Sinon, on lui aurait laissé sa pauvre friandise. C'était un hamster pour le coup. Voilà, donc c'est comme la cohabitation, hein. La cohabitation, l'argument officiel, c'est bah non, ils vont être malheureux s'ils sont seuls. Non, mais c'est comme nous autres humains, on aime bien fréquenter des gens, mais on préférera toujours être seul que fréquenter des gens qu'on n'aime pas et même être obligé à vivre avec eux. Donc c'est le bon sens, tout simplement. Donc proposer aux gerbilles, mais ne rien leur imposer, c'est très important. Donc du coup, longue diatribe, hein, mais toi, Octavie, en quoi es-tu meilleur que ces gens? Bah, tout simplement parce que moi, je n'ai pas voulu adopter d'animaux. Ça m'est vraiment tombé dessus. J'ai croisé par hasard la route des gerbilles, hein. J'en ai adopté parce que quelqu'un en avait adopté et que je voulais l'accompagner, l'aider, comprendre comment ça fonctionnait et tout ça. Et maintenant, bon, bah, j'étais assez conquise par ces animaux, hein, que je trouve très nobles, virils, intéressants, tout ce qu'on veut. Et moi, mon intérêt, ma fierté, c'est justement de faire leur bien-être en soi. Ce n'est pas d'assouvir un quelconque besoin de domination, puisqu'au départ, il n'y a pas eu volonté d'adopter. Donc ça, c'est vraiment, on rejoint la psychologie que je fais à côté. Les A, ils ne veulent pas adopter d'animaux, parce que les A, ils ont plein de moyens d'être utiles, de se dévouer, il y a plein de choses. Par contre, quand on veut dominer et qu'on n'a pas grand-chose, les animaux, c'est très facile. Donc voilà, on voit l'idée. Mais par hasard, hein, je voyais sur des groupes, hein, une maman qui achète un hamster à sa fille et qui finalement s'investit beaucoup, un type qui veut construire une cage pour les octodons de sa copine. Voilà, les A en fait vont toujours vers les animaux de façon indirecte. Ils vont pas choisir eux-mêmes de les avoir. Bon, toujours est-il que voilà, nous notre objectif c'est toujours de chercher le bien-être animal, c'est de l'avoir en priorité. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Si les gens veulent tyranniser leurs animaux, bah écoute, tant que c'est possible, qu'ils le fassent, mais qu'ils ne nous fassent pas croire qu'ils cherchent le bien-être. Donc voilà, juste un peu de vérité. Bon, pour terminer quand même sur les gerbilles,
Dernière chose, ce sont donc des animaux qui sont assez peu tolérants si on ne les satisfait pas, donc il faut leur offrir ce qu'ils ont besoin, après ils seront cool, sinon ils vous rendront la vie assez impossible, hein. Ils n'ont pas une marge de tolérance très importante. Ce sont des animaux qui ont une vie sociale assez riche, qui peut avoir ces disputes, donc un groupe qui débute ensemble ne le finit pas forcément. Il faut respecter ça, hein, c'est la vie. C'est comme nous, hein, on se sépare, on s'aime, on se déteste. Bon. Les gerbils ne voient que les couleurs vives, et très peu les détails, en particulier de loin. Donc elle ne voit pas vraiment de loin et elle ne voit pas vraiment les couleurs. Les gerbils n'aiment pas les mouvements amples et brusques, hein, ça leur rappelle leurs prédateurs. On n'attrape pas une gerbille par la queue, hein, les gerbilles ça a le même système de défense que les lézards, à l'exception près que la queue ne repousse jamais. Et la queue elle va leur manquer pour l'équilibre justement, pour grimper, toutes sortes de choses, et sans parler des problèmes de cicatrisation, etc. On fait attention aux courants d'air, hein, donc les gerbilles dehors, c'est pas possible. On place les gerbilles dans un lieu de vie ni trop agité ni pas assez, hein. Faut qu'il y ait de l'ambiance, mais il faut pas que ce soit non plus le chaos permanent. On ne leur reproche pas de ne pas être le centre de leur monde, hein. Les gerbilles sont des animaux très peu reconnaissants, et donc bon, les adoptants font souvent assez fausse route en voulant un petit doudou. Voilà, ce sont des animaux qu'il faut respecter, qu'il faut observer, qui ont beaucoup de noblesse et qui sont à considérer pour ça et pas pour autre chose.